Salut tout le monde, bienvenue, ça me fait plaisir de vous voir ce soir pour ce 8e épisode déjà du stream de Noël et 8 épisodes à raison de 5 jeux par stream, ça veut dire qu'on a déjà passé en revue presque 40 jeux, puisque pour les jeux solo il y en avait un tout petit peu moins. C'est déjà énorme, j'ai du mal à me rendre compte à quel point c'est énorme, mais c'est pas terminé, on n'est que à la moitié du parcours, puisque ça va continuer jusqu'au vendredi prochain, donc on va avoir encore une bonne session de 7-8 streams très très cool, donc ça c'est vraiment très chouette. Et ce soir, j'aime particulièrement ma sélection. Enfin, je dis ça, mais en vrai, je l'aime tous les soirs. Je la trouve toujours très chouette puisque je découpe ça comme d'habitude avec un jeu enfant pour les petits jusqu'à 7-8 ans, un jeu moyen, tout public pour vraiment jouer en famille ou avec des adultes, mais en chill, et puis un jeu initié parce que c'est la nouvelle catégorie incroyable, celle qui dit je connais trop bien les aventuriers du Ray Savelander et j'ai envie de me challenger, et puis on fait le jeu expert et la mention qui est la petite collection ou le petit jeu de rôle, le truc un peu inattendu. Et salut Oussama et bienvenue, ça nous fait plaisir de te voir aussi ici puisque on a parlé évidemment de Glisse Banquise, et donc ça c'était très très cool. Malheureusement tu l'as loupé en live, mais tu l'as vu après et ça c'était très bien. Donc oui, effectivement, Dame de Carreau de plus en plus emmitouflée. Aujourd'hui j'ai tout simplement oublié d'allumer le chauffage de cette très grande salle de jeu qui est la mienne, et donc il faisait littéralement 5 degrés il y a 1 heure, il en fait 11, c'est très bien, on est en pleine forme, tout va bien. Mais en vrai, on est vraiment très content d'être tous ensemble puisqu'on va parler de très très chouettes jeux. Vraiment, je suis absolument ravie parce qu'il y a vraiment une sélection du tonnerre. On dirait presque que c'est moi qui le choisis. Et donc, pour les jeux enfants, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai choisi Flashback Zombie Kids. Alors, salut à tous ceux qui arrivent en cours de live, ne vous inquiétez pas, on n'a rien manqué, on commence tout juste. Pour Flashback Zombie Kids, alors vous ne le connaissez peut-être pas, et si c'est le cas, eh bien vous devriez, c'est un jeu d'enquête par image, donc c'est un jeu qui se base sur un système très visuel de cartes illustrées qui représentent des scènes, et vous allez pouvoir plonger dans les différents points de vue, mais pas que les points de vue des personnages, les points de vue des objets, des caméras, des reflets, donc c'est vraiment extrêmement bien, c'est vraiment archi bien foutu. Pour moi, c'est clairement du unlock en termes de qualité et en termes d'accessibilité, et je dirais même avec des énigmes encore plus fluides, moins capillotractées, parce que parfois dans les unlock on peut sentir une certaine frustration, dire je comprends pas le sens de cette énigme. Ici tout a du sens, tout est hyper bien scénarisé, et ce qui est vraiment génial, c'est l'impression de se dire mais en fait je sens pas d'abstraction, je vis véritablement une histoire, et c'est très très fort. Donc ce Flashback Zombie Kids, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est un jeu d'enquête dans lequel vous allez avoir plusieurs paquets de cartes qui représentent des aventures figées, et en fait ce qui est très intéressant, c'est que vous allez rebondir vraiment de point de vue en point de vue. Donc sur ma carte illustrée, je vois un personnage, et si je suis son regard, je peux aller vers une autre carte illustrée, et ainsi de suite. Le but étant de trouver la réponse à l'énigme que je suis en train enfin l'enquête plutôt que je suis en train de vivre. En plus, ce qui est génial, c'est que il y a des petites trouvailles matérielles dans le jeu, donc des bidules. J'ai pas du tout envie de vous spoiler de ce que sont les bidules, mais ce sont vraiment de très très chouettes petits ajouts dans la boîte qui sont clairement des objets physiques que vous allez pouvoir utiliser et qui vont vous permettre d'interagir avec le jeu. À savoir aussi que lorsque vous aurez terminé les paquets de cartes qui sont à votre disposition, le jeu ne s'arrête pas là. Non, 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 seulement là vous allez pouvoir ouvrir le petit scellé qui est très très bien parce que ça vous ouvre un tout nouveau pan de jeu pour réexplorer votre Flashback Zombie Kids. C'est vraiment génial. Moi j'ai passé une extrêmement bonne expérience de jeu quand j'y ai joué, et clairement je le recommanderais absolument à tous les publics de 7 ans et plus, parce que même entre adultes, on va pas se mentir, on s'amuse vraiment extrêmement bien. Donc Flashback Zombie Kids, une super belle réussite, à savoir que je peux vous dire sans trop spoiler que ce n'est que le premier d'une longue série. J'aurais pu le mettre dans la mention, mais rien n'est encore annoncé. Mais oui, effectivement, comme tu le dis Elzim, l'illustration, elle donne déjà un avant-goût de quelque chose d'assez dynamique et punchy, et c'est vrai que c'est coloré, fun, et on aime énormément. Donc pour les petits, et même pour les moins petits, ce Flashback Zombie Kids, absolument indispensable. Dans les jeux famille, donc je te l'avais dit donc dans les commentaires, tu as eu le nez creux, c'était effectivement Acropolis, donc c'était le jeu tout public dont j'avais envie de parler, parce que Acropolis, il a cette force d'être absolument
hyper fluide et hyper intuitif quand on y joue, tout en ayant une profondeur stratégique. J'aime bien comparer ça quand les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Je dis, c'est comme un jeu d'échecs ou un jeu de dames, vous avez 3 règles et demie, mais la variété des stratégies que vous pouvez mettre en œuvre, incroyable. Donc non, cette Acropolis, vraiment superbe. Alors, beaucoup de gens l'ont comparé à King Domino, je comprends pourquoi, parce que il y a ces systèmes de multiplicateurs, à savoir des étoiles fois des terrains égale plein de points de victoire, au lieu de des couronnes fois des terrains, mais honnêtement, à part ça, ça s'arrête là, parce que ici, il va y avoir déjà plusieurs trucs supplémentaires, à savoir que vos quartiers de couleurs différentes n'ont pas du tout la même manière de scorer. Regardez par exemple que j'ai mis dans mon exemple ici, vous avez du jaune. Les jaunes sont des commerçants et tout le monde le sait, les commerçants quand ils sont côte à côte, ils se passent leur temps à se faire des misères, à se faire la guerre. Et donc du coup, si vous avez des commerçants côte à côte, donc des tuiles qui sont vraiment connexes et qui sont jaunes, vous avez 0 point de victoire parce qu'ils passent leur temps à s'engueuler. Les rouges, ce sont les militaires et les militaires au centre de la ville, on s'en fout, ils n'ont aucun intérêt. Donc en fait, on va les mettre à l'extérieur de la ville pour pouvoir gagner des points de victoire parce qu'ainsi, ils surveillent les alentours et nous protègent. Et en fait, chaque zone de couleur a sa propre manière de scorer et c'est ça que je trouve absolument brillant, sans compter le fait que on va pouvoir construire en étage. Donc à chaque fois quand vous avez suffisamment d'espace, vous pouvez écraser cet espace en mettant une tuile par-dessus, ce qui fait augmenter la valeur des quartiers qui sont dedans. Au 2e étage, c'est 2 points de victoire par tuile, sans compter le nombre d'étoiles, et au 3e étage, c'est 3 points. Et donc rien que pour ça, ça change absolument tout. Et comme je dis, le fait que les quartiers aient tous leurs spécificités, le fait qu'on puisse construire en étage, rien que ça fait qu'il a vraiment sa propre force, sa propre personnalité, et moi je trouve vraiment incroyable. J'aime énormément Acropolis, j'y ai beaucoup joué, et honnêtement, si vous saviez combien j'en ai vendu alors qu'on n'est même pas encore arrivé à Noël, mais simplement parce qu'en boutique, beaucoup de gens sont en recherche de ce genre de jeu, et j'aime bien le recommander parce qu'il a cette force, cette simplicité d'accès, et en même temps, si vous avez l'impression d'avoir poncé la version de base, soit, vous pouvez toujours tester une des variantes qui est proposée et qui permet d'avoir des quartiers qui scorent un petit peu différemment. En termes de jeu initié, alors là je triche un peu parce que j'ai essayé de faire que des jeux qui sont sortis en 2022 et donc là je vous parle de Paper Tales qui a bien 10 ans, mais en fait le truc de Paper Tales c'est que pour moi ça compte pas parce que c'est un jeu, je dis 10 ans, j'exagère, je pense qu'il est sorti il y a 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Bref, la boîte là que je vous montre, c'est une boîte qui est l'intégrale et donc qui reprend le jeu de base avec ses 2 extensions. Et donc vous avez les extensions, ça y est j'ai oublié, il y a par-delà les portes et il y a quelque chose, bref, 2 extensions qui chacune vont pouvoir enrichir le jeu de base. Si vous connaissez pas du tout Paper Tales, vous avez l'impression d'être face à un Seven Wonders super musclé. Donc en fait, le principe dans Paper Tales, je vous montre ça, c'est que vous allez construire des cartes tout au long de 4 âges. Donc au centre de l'image, vous avez un plateau qui compte vos points de victoire et chaque joueur va avoir à disposition un espace de jeu pour placer ses cartes. Vous allez drafter des unités que vous allez pouvoir vous passer de joueur en joueur et vous allez les mettre en jeu en les payant. Donc jusque là, c'est pas, enfin voilà, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, ça s'appelle Paper Tales parce que vos unités ne vont pas survivre à travers les âges, elles sont pas immortelles. Donc à chaque manche, vous allez leur rajouter un petit jeton de vieillissement et quand elles ont un 2e jeton de vieillissement, elles cannent et elles disparaissent. Et en fait, on va à chaque fois... Ah oui, ceux qui forgent les légendes, c'est la deuxième extension. Merci Galajo. Et donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir à chaque fois payer le coût de vos unités, les placer en jeu. Vous allez ensuite pouvoir faire une phase de guerre, à savoir que si vous avez la même valeur ou plus que vos adversaires, alors à ce moment-là, vous pouvez les poutrer et avoir des points de victoire. Donc en cas d'égalité, tout le monde a des points, voilà. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir vieillir vos unités, les faire disparaître et remplacer donc à chaque nouvelle manche ces unités avec des nouvelles trouvailles, des nouvelles combinaisons, etc. Il y a aussi un système de construction de bâtiments qui est hyper important puisque tous les joueurs ont les mêmes 5 bâtiments de base, donc voilà, il y a juste 5 bâtiments et c'est là que deviennent très intéressantes les extensions parce qu'elles vous permettent d'avoir des bâtiments alternatifs qui vont venir enrichir et renforcer le jeu. Mais donc dans les bâtiments de base, vous pouvez les construire sur le niveau 1 ou sur le niveau 2, à savoir qu'il faut de toute façon payer plus cher pour faire 1 puis 2 ou tout de suite 2, c'est tout aussi cher. Mais ces bâtiments, une fois mis en jeu, vont vous donner des bonus, notamment le droit d'ajouter une 5e carte, là où virtuellement vous n'avez que 4 espaces. Et bien, avoir une 5e carte, ça change absolument tout
dans la dynamique de jeu parce que ça va vraiment vous renforcer au niveau de la guerre. La guerre, c'est clairement le cœur du jeu. C'est là où vous allez gratter énormément de points de victoire, mais ce n'est pas la seule stratégie gagnante. Ce qui est vraiment profond avec ce jeu, c'est que des tas de combinaisons s'offrent à vous. Il va falloir drafter intelligemment ces cartes, se rendre compte de ce qui a de la valeur, ce qui est trop cher à mettre en place, etc. Et c'est pour ça que je le mets dans les jeux initiés, parce que si sa règle de base est simplissime, en fait, au fur et à mesure que vous jouez, vous vous rendez compte de l'immensité des stratégies diverses et variées qui existent et qui sont à votre portée. Et donc, un petit mot sur chacune des extensions. Il y a donc une première extension qui va vous rajouter des personnages supplémentaires. Donc ça, c'est cool parce qu'on en a toujours besoin. Mais vous avez également des bâtiments alternatifs dedans. Et donc, ça vous permet d'avoir une variabilité dans vos parties. À savoir que même si vous avez des bâtiments alternatifs, tous les joueurs ont les mêmes bâtiments alternatifs. Pour ne pas créer de déséquilibre, on joue toujours avec ces bâtiments-là. Et ça va être une extension axée collège de magie, donc des ombres, des prophéties, des nécromants, des machins, etc. Donc toujours bien dark. Et la deuxième extension vous apporte donc des artefacts, les fameux artefacts qui forgent les légendes. Et ces artefacts sont hyper intéressants parce que vous allez pouvoir les placer en jeu sans absolument à aucun moment prendre de pénalité de place, parce que la place, c'est vraiment capital, c'est archi au cœur de votre jeu. Donc vos artefacts seront à côté et ils vont, 1, pas vieillir, et 2, pas prendre d'espacement d'unité. Ça va vraiment vous permettre d'avoir aussi du jeu qui est très changeant. Une petite précision, dans l'extension 1, vous pouvez choisir de prendre juste les unités ou juste les bâtiments ou les deux. Par contre, dans l'extension 2 avec les artefacts, il faut absolument avoir et les artefacts et les unités et les bâtiments. Vous pouvez pas décider de séparer plic-ploc en disant je prends un peu de ci, un peu de ça, parce que là, cette extension est vraiment travaillée pour que tout s'emboîte parfaitement. Donc c'est important que toutes ces choses-là soient en jeu en même temps. Il existe un mode solo. Un mode solo qui va vous faire combattre contre une liche qui va avoir des mausolées. Donc à chaque tour, elle va rajouter des mausolées qui vont augmenter sa puissance. Donc c'est un petit peu un système de course contre la montre. Je vous avoue que j'ai lu la règle en diagonale de la liche, donc je ne l'ai pas expérimenté. Je sais vous donner aucun retour dessus, mais ça me semble important quand même de signifier qu'elle existe, ne serait-ce que pour vous familiariser avec le jeu, avec les diverses combinaisons, extensions, etc. Donc voilà, ce petit Paper Tales, j'avais très envie de vous parler, surtout parce que pour ceux qui regardent cette vidéo, je vous prépare une photo, mes amis, du feu de Dieu. Elle est déjà faite, mais j'ai plus qu'à la retoucher et elle est incroyable. C'est franchement une des plus belles, une des plus classieuses photos que j'ai jamais prises. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça sur Instagram, un cosplay de taré. Voilà. Dans les jeux experts, alors, ça, c'est du vraiment très expert. J'ai décidé de vous sélectionner un tout petit Gloomhaven, les mâchoires du lion. Il faut savoir que Gloomhaven, c'est un peu... c'est un peu mon arlésienne. C'est le jeu où chaque fois je me dis, vas-y, je vais jouer. Et en fait, je pense que j'ai jamais été au-delà du scénario 4 ou 5, je pense, dans la boîte de base. C'est horrible, une vraie malédiction, parce que vraiment, j'aime ce jeu, j'ai envie de l'aimer, mais il a un gros problème pour moi, le Gloomhaven de base, c'est que, à moins d'y consacrer une table complète dont il ne bouge jamais et de faire un rendez-vous tous les dimanches pour ne jouer qu'à ça, en fait, vous avancez jamais dedans. Et vous ne le savez peut-être pas, mais moi, mes tables me sont précieuses parce que je joue à plein de trucs, et puis je mets mes maquillages et mes cosplays dessus, donc je peux pas faire ça. Et en fait, cette alternative des mâchoires du lion, ça a été absolument le truc qui a changé ma vie. C'est le premier Gloomhaven où je peux vraiment rentrer dedans à fond et je joue, et il n'y a pas de problème de mise en place. Déjà, vous ouvrez la boîte, vous distribuez les personnages à chacun, les petites cartes d'état, vite fait, ok, ça va, et puis en fait, vous ouvrez un livre à anneaux et vous jouez dedans tout de suite, et c'est fini. Il n'y a pas 120 000 tuiles, il n'y a pas 422 ennemis différents. C'est tellement plus fluide et plus simple que d'aller chercher une des 80 000 tuiles qui composent le jeu. En fait, vous ouvrez carnet 1, et s'il faut faire une mise en place alternative, vous mettez carnet 2 par-dessus, et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et malgré tout, cette boîte est bourrée de plein de trucs. Mais ces plein de trucs ne sont sortis que en temps et en heure, et pour moi, clairement, ça change beaucoup de choses. Les premiers scénarios sont vraiment faits pour les gens qui découvrent. Donc on vous prend par la main, on vous initie tout en douceur à Gloomhaven en vous apprenant toutes les subtilités et les difficultés du jeu, mais j'ai eu quand même le sentiment que c'était mieux torché que dans le premier Gloomhaven, où dès la première partie on se faisait latter comme des cacas et on avait l'impression que en fait on n'allait jamais pouvoir faire
95 scénarios de ce truc. Donc voilà, c'était un peu dur, une vraie punition. Et là, c'est Mâchoire du Lion. En fait, c'est pas du tout ça. Vous sentez qu'il y a du challenge, vous sentez que c'est dur, mais on est ok avec ça parce que ça a l'air un peu plus équilibré, ou je sais pas, peut-être mieux playtesté, j'en sais rien. En tout cas, ils ont appris, il y a vraiment une maturité qui fait que le jeu, cette fois-ci, ce qu'on nous sert là dans les Mâchoires du Lion, c'est clairement à portée de joueurs qui ont envie de challenge, mais qui n'ont pas envie de se faire exploser pour rien. Alors, il est absolument pas du tout nécessaire d'avoir joué au premier Gloomhaven pour découvrir les Mâchoires du Lion. Bien au contraire, j'aurais même tendance à dire, jouez aux Mâchoires du Lion, faites-vous les 50 scénarios, donc je crois qu'il y en a 35 ou un truc comme ça, et puis là, si vraiment vous avez adoré, que c'est l'expérience de votre vie, bah vous savez qu'il y a l'énorme boîte qui vous attend et qui vous fera une expérience tout à fait similaire. On va pas se mentir, c'est exactement littéralement les mêmes règles, mais au moins vous aurez eu l'apprentissage plus facile, vous aurez eu le temps d'aimer le jeu suffisamment pour vous dire je vais me plonger dans son grand frère. C'est un peu dégueu dit comme ça, mais soit. Et donc, ces Mâchoires du Lion, moi je trouve ça génial parce que je vais vous montrer, c'est quand même, comme je le dis, bourré de matériel, même si on pourrait croire que en fait, la façon dont je le présente, on dirait qu'il n'y a rien, j'ouvre la boîte, j'ai un perso et j'avance dans une carte. C'est pas vrai, il y a quand même plein de jetons et tailles, il y a chacun sa boîte, chacun sa figurine, il y a plein de petits jetons qui représentent vos ennemis sur des petits standees. Donc il y a vraiment de quoi vivre une expérience très épique et super chouette. Il y a beaucoup de scénarisation, c'est très cool. Il y a des règles, il faut quand même se les farcir, mais clairement, on est dans une expérience qui est, en tout cas en termes de user experience, beaucoup mieux torché que le premier Gloomhaven. Donc voilà, je le trouve génial, j'ai vraiment passé un excellent moment dedans. Je n'ai pas du tout terminé la campagne, hein, donc je vous en parle là vraiment avec mon petit cœur qui bat pour le jeu d'impatience de continuer la suite, mais rien que ces quelques parties qu'on a pu faire, on a fait 8 ou 9 je crois, rien que ça m'a vraiment enchanté, m'a donné l'impression d'avoir découvert un jeu d'exploration de donjons qui n'avait pas 3 heures de mise en place, qui était facile, qui était plus fluide, qui avait un enjeu avec sa gestion de main de cartes super importante, donc génial. Est-ce que c'est accessible à des enfants qui jouent à Destinies? Alors non, parce que Destiny, la gestion de personnage est très très simple quand même, c'est vraiment hyper binaire. Là où on est avec Gloomhaven comme un peu bloqué parce qu'il y a quand même tout cet aspect gestion de cartes personnelles qui est très très évolué, très très élevé. Le truc c'est que l'évolution du personnage est tellement complexe qu'on n'a pas du tout envie d'avoir la charge de s'occuper à la fois du personnage de soi-même et de ses enfants. Donc voilà, ça n'a pas du tout à vocation d'être interdit aux enfants, mais il faut vraiment avoir des gamins qui sont prêts à se plier à 2 heures de jeu minimum, mais aussi qui ont suffisamment d'expérience avec des jeux un peu presque à l'allemande, parce que cette gestion de cartes, finalement, on enlève tout le truc du dé, du hasard, etc. Donc ça demande quand même une approche assez différente du jeu de société. Donc voilà, je préfère dire honnêtement que je ne le conseillerais pas à des enfants qui jouent à Destinies. Je me dis, essaye de faire peut-être un genre du Descent avec eux et vois si avec Descent ils arrivent à s'en sortir fluide sans trop te demander de l'aide pour faire leur personnage et leur évolution. Alors oui, là tu pourras passer à du plus lourd. Donc, mais il est clairement un cran au-dessus. Et pour la petite mention, puisqu'on a fini de parler des jeux experts, alors je vais vous parler de jeux de rôle. Donc le truc c'est que dans Donjons et Dragons, il y a 3 milliards de boîtes d'initiation qui sont sorties jusqu'à maintenant. Évidemment, j'exagère toujours, il n'y en a que 3 en vrai. Il y a eu d'abord le kit d'initiation, qui était très chouette, très très bien fait, parce qu'il y avait un livret d'une 60aine de pages de règles, mais en vrai, le corpus de règles, c'est 10. Tout le reste, c'est des exemples, des illustrations et des machins. Il y avait un livret d'une 50aine de pages pour une histoire qui était très très bien faite aussi. Et alors moi je l'ai lu et j'ai trouvé chouette, mais de l'avis général de beaucoup de rôlistes, ils ont trouvé que c'était une super bonne initiation, un peu moins bateau que ce qu'on voyait d'habitude.
il y avait les dés, il y avait les fiches de perso, etc. Donc c'était plutôt cool. Et puis ensuite, ils ont décidé de baquer ça pour aller vers une autre boîte qui s'appelle l'Essentiel. Et l'Essentiel, c'était une boîte à 20 €, donc c'est toujours des prix ridicules, mais dans l'Essentiel, on était plus axé côté matos. Donc il y avait aussi des fiches de personnages, mais il fallait les remplir soi-même. Il y avait un paquet de cartes qui représentent des artefacts qu'on peut gagner, qui représentent des états, des machins, des objets, des initiatives, etc. Et donc il y avait vraiment beaucoup plus de matériel, un très bel écran, des plans, des cartes et tout. Donc pour offrir à quelqu'un qui connaît pas, qui a zéro matériel de jeu de rôle, je pense que l'Essentiel était mieux parce que tout de suite il y avait cet effet waouh, il y a 1000 choses dans la boîte, pas juste 2 livres des dés, là il y avait plein. Mais par contre, l'histoire était peut-être un tout petit peu plus basique et l'un comme l'autre avait quand même un petit peu ce défaut de proposer tout de suite, enfin défaut si on veut, de proposer tout de suite d'entrer dans une aventure qui allait vous plonger du niveau 1 jusqu'au niveau 5, 6. Et donc, c'était un peu, wow, overwhelming. Et en fait, ils ont décidé d'encore dégraisser ça pour proposer donc dans la boîte d'initiation, qui est cette boîte-là, qui est celle qui va remplacer les deux autres. D'ailleurs, la première, vous la trouvez plus du tout dans le commerce, je pense. Donc, cette boîte-là va vous permettre d'avoir une aventure qui va que du niveau 1 jusqu'au niveau 3. Donc, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus ramassé, avec de nouveau juste un livret avec les règles, avec moins de règles, puisque le livret est plus petit, un livret avec des aventures, un peu moins d'aventures, puisque le livret est plus petit, mais tout cela est aussi plus fluide. Vous avez toujours les dés et les fiches de personnages. Donc la boîte d'initiation, moi j'avais envie d'en parler parce que je trouve que le premier frein quand quelqu'un voudrait découvrir le jeu de rôle, c'est de dire « Ok, alors, est-ce que tu es prêt à te farcir 182 pages de règles ?» Et personne dit oui, jamais. En vérité, j'exagère parce que c'est jamais autant. C'est genre, en général, entre 10 et 60 pages de règles. Tout le reste, ça va être du lore, des exemples et des machins. Mais globalement, ça reste quand même relativement effrayant. Et là, je trouve que ce qui est intéressant dans cette boîte d'initiation, c'est d'avoir voulu dire, je reviens à quelque chose d'encore plus simple. Parce qu'en fait, un joueur, quand il commence, il n'a pas besoin de connaître des règles de gestion de son château. On s'en fiche, en fait. La seule chose qu'il veut, c'est savoir comment taper, comment raconter une bonne histoire, comment faire en sorte que tout le monde s'amuse autour de la table, comment faire pour faire évoluer son personnage. Et c'est tout, et rien de plus. Et donc, c'est une assez chouette boîte. Je vous montre quand même le contenu, comme ça vous voyez. Alors, où est-ce que c'est? Voilà, ici. Comme je vous l'ai dit, voilà, des fiches de perso, des dés, un livret de règles et un livret de campagne. Pas énormément de contenu, parce que du coup, on perd le côté waouh, de plein de matériel prolifique, etc. Mais peut-être qu'on revient aussi à quelque chose d'un peu plus simpliste et beaucoup plus accessible, vraiment dans l'idée de j'accompagne les nouveaux joueurs pour leur donner le goût du jeu sans les abrutir de règles, et quand ils seront niveau 3, qui commenceront à comprendre tous les enjeux, etc., là on pourra rajouter 10 pages de règles sur la magie dont on n'a pas besoin à la base. Et est-ce qu'il y a une différence avec Critical? Alors déjà, tout à fait, le thème, donc effectivement, ici on est dans de l'Heroic Fantasy, on prend la licence Donjons et Dragons, qui a l'avantage, si les gens accrochent, d'exister après avec une tonne de bouquins et d'aventures supplémentaires extrêmement chouettes, très bien écrites et poncées par les 40 années d'existence du jeu. Donc c'est prolifique, c'est génial. Il y a 1 million de scénarios gratuits sur internet de gens qui utilisent juste le système de base pour pouvoir créer. Vous pouvez jouer Bridgerton dans Donjons et Dragons, vous pouvez jouer ce que vous voulez dans Donjons et Dragons grâce à un corps de règles de base. Critical, c'est une chouette boîte d'initiation de jeu de rôle parce qu'elle accompagne très très bien le maître du jeu. Après, en toute honnêteté, ils ont choisi un système de dés qui est natif, qui ira pas plus loin que la boîte de base, à savoir que Critical va être décalqué, pas du tout, va être adapté dans un deuxième univers qui sera aussi un univers d'Heroic Fantasy. Donc là, ils ont commencé par du cyberpunk un peu futuriste, et puis ils vont passer dans cet univers de fantasy, mais globalement il n'existe pas de livre de règles de base de Critical, il n'existe pas d'aventure supplémentaire, il n'existe rien d'autre que la boîte de base en soi. Les aventures sont plus courtes, elles sont faites et vraiment dimensionnées pour durer entre une demi-heure et 1 heure max, et il y a beaucoup moins de plasticité, de contrôle de ce qu'on fait, où on va, ce qu'on est censé faire, comment faire évoluer ses personnages. C'est hyper dirigiste, mais c'est aussi beaucoup plus rassurant pour un maître de jeu débutant ou débutante, parce que ça fait ça fait vraiment une mise à l'étrier qui est beaucoup plus accompagnée. Donc
Voilà, mais d'un autre côté, cette boîte d'initiation Donjons et Dragons est faite pour ça aussi, pour un petit peu vous prendre très très bien par la main et ne pas vous laisser vous perdre par la peur de mal gérer votre jeu de rôle. Salut Marie Grandjeu, bienvenue ici, ça me fait plaisir de te voir. Tu arrives sur la toute fin de ce live, mais c'est pas grave parce qu'on fait quand même le récapitulatif. Donc, on va juste reparler de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc pour les jeux enfants, j'ai choisi évidemment le Flashback Zombie Kids qui a la grande force pour moi d'être un jeu d'enquête à destination d'un public plus jeune, mais il a une puissance narrative qui existe assez peu dans d'autres jeux d'enquête à destination d'un public comme ça. Il n'y a pas d'application, ce qui peut rassurer les parents qui sont allergiques aux écrans ou qui ont juste pas envie de prêter leur smartphone à leurs enfants, ce que je comprends tout à fait. Il y a des bidules, des petits ajouts matériels qui font que le jeu s'enrichit, pas juste d'une histoire, mais aussi de petites trouvailles un peu rigolotes à utiliser. Dans les jeux famille, j'ai choisi le jeu préféré de Marie Grandjeu, à savoir Acropolis, qui est son jeu de l'été, un jeu que j'ai moi-même adoré, même si je ne suis pas aussi forte qu'elle, un jeu que j'aime beaucoup parce que même si beaucoup le comparent à King Domino, en fait je trouve qu'il a une autre force, c'est à la fois la diversité des scorings des quartiers, plus le fait de construire en étage, et ça je trouve ça vraiment très très bien fait. Donc cet Acropolis, moi je le recommande absolument. Pour moi c'est clair et net que ce sera un indispensable de toute bonne ludothèque. En jeu initié, il y a évidemment Paper Tales. Alors ce Paper Tales absolument trop bon, qui a le mérite d'être une boîte intégrale avec les 2 extensions qui sont dedans. Donc c'est vraiment absolument génial. Je l'ai mis en jeu initié parce que si la base du corps de règles est vraiment très simple à assimiler, en fait finalement quand vous découvrez la multitude de possibilités de combos de cartes et toutes les stratégies que vous pouvez faire, partir dans telle ou telle direction, vous vous rendez compte à quel point ce jeu est riche, puissant, plein de promesses et de très bonnes idées. Il y a vraiment plein de choses à faire lorsque vous construisez votre petit royaume à travers les âges, et la gestion de la temporalité de vos cartes, quand est-ce qu'elles vont mourir et vous devez les remplacer, génial, ça c'est la vraie bonne idée. Donc je trouve très chouette ce Paper Tales. En jeu expert, donc on a pris évidemment un petit truc de rien du tout, hein. On a pris un petit Gloomhaven, mais on a pris la version Mâchoire du Lion, qui a la grande force, comme je l'ai déjà dit, c'est que Gloomhaven Mâchoire du Lion va vous permettre de découvrir l'expérience Gloomhaven, mais avec beaucoup moins de mise en place, un accompagnement beaucoup plus intéressant en termes d'apprentissage, parce que les premiers scénarios sont vraiment faits pour ça, pour de l'initiation et de la découverte. Donc il est super bon, et Marie, je te conseille à fond d'y aller, parce que je crois que toi, sachant comme tu as aimé Assaut sur l'Empire, tu vas adorer celui-là aussi. En plus il y a un truc de gestion des compétences, gestion de ta main de cartes, je pense qu'il devrait vraiment beaucoup te plaire, c'est hyper technique, donc à mon avis tu vas adorer. Et pour la mention, donc on a terminé par du jeu de rôle, à savoir la boîte d'initiation de Donjons et Dragons, la toute nouvelle, celle qui va vraiment vous permettre de vous lancer sans peur et sans reproche dans le jeu de rôle de manière tout à fait sécure, accompagnée, on vous tient bien la main, les règles sont vraiment réduites à leur minimum, on va pas vous noyer sous une foule de livres que vous comprenez rien du tout. Là on a des persos, on a des règles simples et efficaces, on a une bonne histoire qui se suit, qui est pas incroyable, mais qui est suffisante pour vous vraiment vous jeter dans le jeu de rôle. Et après, si vous accrochez, alors vous savez que c'est un univers vaste et infini dans lequel vous allez pouvoir trouver tout un tas de suppléments de jeux incroyables, tous plus bons les uns que les autres. Et donc on a terminé pour la petite sélection du jour, on a fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer, c'était un live encore une fois très efficace. Mais oui, je suis désolée Marie, effectivement on a déjà vu ce serre-tête, je n'en ai que 5, et donc puisque je vais faire 3 fois 5 jours de live, je vais devoir les reporter tous les uns après les autres. Je ne suis malheureusement pas assez riche et pas assez fashion que pour avoir 15 serre-têtes différents, mais ça me donne envie d'en acheter d'autres parce que c'est tellement débile, et ça fait bien bugger les gens aussi, ça crée de la discussion. Voilà, donc c'était encore une fois un tout petit live. Que 5, quelle honte. Oui, je sais, je suis désolée. C'était un petit live, mais c'est un petit live bien mené, bien chouette, parce que c'est vrai que ces lives sont courts, mais dans l'ensemble, comme je l'ai dit, aujourd'hui en finissant le 8e, on a pratiquement vu depuis le début de la semaine
presque 40 jeux, ce qui est quand même pas rien sur 8 jours. 40 jeux, c'est beaucoup. Et il en reste à peu près autant à découvrir ensemble. Surtout qu'en plus, il y a des tas de choses que j'ai encore envie de vous montrer. Donc, c'est très très chouette. Mais oui, la prochaine chose très importante, c'est checker vos réseaux sociaux parce que sur Instagram, j'ai la photo de Paper Tales qui va tout démonter et aussi celle de Valbara. J'ai triché parce que je l'ai déjà montré à Marie. J'ai pas fini de la retoucher, mais elle est très 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 sympa. Et donc, j'ai 4 petites photos en réserve trop ouf que j'ai vraiment hâte de vous montrer sur Insta. Mais malheureusement, je n'ai qu'une vie et là, je travaille énormément. Donc, j'essaye de faire ce que je peux. Je réduis mon temps de sommeil, mais tout n'est pas possible. Donc, voilà, on va se faire des bisous ici, on va s'arrêter pour ce live. Pour ceux qui l'attrapent en cours de route et qui n'auront pas vu le début, c'est pas très grave. Vous pouvez de toute façon le revoir en replay sur Twitch et demain vers midi, il sera également disponible en replay sur YouTube. Donc c'était un très très chouette moment à passer avec vous. Je n'ai dû bannir qu'un seul troll sur toute la soirée, ce qui me fait plutôt plaisir. C'est déjà mieux que hier, donc, donc tout va bien, tout se passe bien. On est content. Et on se voit demain de nouveau aux environs de entre 21h30 et 22h dans cette fourchette-là. Allez, des bisous et à demain!